Microsoft Aspire. Ce fut à mon avis le produit phare de la build 2024. Alors qu'est-ce que Aspire? À quoi ça sert? C'est pour le développeur, le CI/CD, la production? On va tout vous dire dans cet épisode avec Franck Boucher, Cloud Advocate chez Microsoft. Dans un premier temps, on vous présentera les principaux concepts, puis dans un deuxième temps, une démo concrète que je vous conseille de voir sur YouTube. Alors, devdevdev.net, épisode 61, Microsoft Aspire, c'est parti! Bien, et ben bonjour, bienvenue pour ce 61e épisode de devdevdev.net. Alors aujourd'hui, on va parler d'un produit qui est en vogue chez Microsoft, puisqu'il s'agit de Microsoft.net Aspire. Et pour nous parler d'Aspire, j'ai l'honneur de recevoir Franck Boucher. Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, qui est Cloud Advocate chez Microsoft. Avant, tu étais Microsoft MVP d'ailleurs. Si Oui, je ne m'abuse, Azure, pendant oui. Microsoft Azure. Et donc, Microsoft Aspire, tu connais bien, donc tu vas pouvoir nous en parler le mieux qu'il faut, quoi. Je vais Euh, faire de mon mieux. oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête, déjà? Qu'est-ce que c'est que cette bête? Et surtout, qu'est-ce que ce n'est pas? Donc, Oui. ce n'est pas un nouveau type d'application. Ce n'est pas une application comme on pense à un SPA ou Single Page Application, Mhm, ou ce n'est pas un nouveau type comme Blazor. mhm. Aspire, c'est un groupe d'outils qui aide quand on est en mode développement, donc local sur notre machine en train de développer. D'accord. Ce n'est pas seulement pour des containers, c'est souvent associé avec les containers. C'est vrai qu'en microservices, c'est en français, C'est pareil, c'est microservice. Ouais. pareil. Microservices, euh, c'est là que ça prend vraiment tout son ampleur, on voit vraiment la différence. Mais même si on a juste un simple site web ou des choses comme ça, c'est un groupe d'outils qui nous aide lorsqu'on est en mode développement. Mhm. Après ça, quand on arrive au moment où on veut déployer, bon, mais Aspire peut générer un manifeste qui va Mhm. simplifier le déploiement, mais en quelque sorte, Aspire n'est pas relié au déploiement. C'est d'autres outils, là. Ça arrête là. Donc, pendant qu'on développe, il va nous aider avec plein d'outils, plein d'automations. Ils vont nous simplifier vraiment la vie. Mhm. Puis, il va générer un manifeste. Donc, indirectement, il nous aide aussi quand c'est le moment de déployer dans un cloud, Mhm. mais c'est pas lui qui fait le déploiement. C'est vraiment un autre outil. Là. On va penser, supposons, par exemple, à Azure Developer CLI, le D'accord. fameux AZD Up ou des choses comme ça. Donc, en production, c'est pas, a priori, on l'utilise pas, quoi. En Donc, production, ben, c'est en développement. Donc, ouais, je parle pas de l'environnement, je parle vraiment en termes de, c'est un outil pour les développeurs. Donc, oui, d'accord. ça peut être utilisé pour quand c'est la version de production, mais Mhm. c'est quand vous êtes en train de travailler sur un nouveau feature ou régler un bug ou des choses comme ça, là où Asper va prendre tout son ampleur, c'est vraiment on a les deux mains dans le code, on Oui. essaie d'avancer et tout. Puis, la grosse différence, c'est si on a, supposément, bon, un front-end, un back-end, un API, une base de données, du cache, des choses comme ça. Donc, plusieurs composantes. C'est là où Aspire simplifie beaucoup la vie du développeur. D'accord. Oui, donc alors on en parlera. Il y a le fameux dashboard qui est à Oui, l'intérieur d'Aspire et qui permet de bien suivre tout ce qui se passe. Donc, imaginons j'ai une bête application, j'allais dire une application avec des web API qui sont consommées ou ce genre de choses. Qu'est-ce que je fais? C'est un package Nugget à installer. donc oui, .NET Aspire, donc dans le fond, il y a plusieurs choses. Puis les éléments que .NET Aspire va utiliser, dans le fond, c'est une pile qui est prête pour la distribution dans le cloud, donc qui est prête à pouvoir être scalée en bon ou mauvais français. Et puis dans le fond, il va avoir différents outils qui se rajoutent à notre projet. Donc ce n'est pas un NuGet package. Ben, Mhm. non, ce n'est pas un NuGet package. Par défaut, dans le fond, dans notre solution, peu importe le nombre de projets qu'on a qui existent déjà, on va en rajouter deux. On va rajouter le premier qui est les paramètres par défaut.
le default service, mais moi j'appelle ça les défauts intelligents. Mhm. Parce qu'à l'intérieur de ça, ben, il va y avoir les retry policy. On le sait, on est dans le cloud, donc on est interconnecté avec d'autres services. C'est sûr que À planter avant éventuellement, d'aller. on va perdre la connexion. Mhm. Donc, combien de fois on récupère. Donc, Microsoft a déjà préparé les meilleures pratiques, les bonnes pratiques et a déjà préparé du code pour nous là. Il y a même des codes si on veut utiliser Application Insight dans Azure, donc pour lire de la télémétrie ou des choses comme ça, qui est commenté. Donc, c'est prêt si vous décidez d'aller là, mais c'est commenté, donc par défaut, il n'est pas là. Puis ça, c'est juste un départ. Après, on rajoute tout ce qu'on a dans la boîte où on travaille. Peut-être qu'on a différentes policies, différentes règles. On peut continuer de faire évoluer ce projet qui est en fait un fichier qui est le programme.cs. Mhm. Ensuite, on va rajouter le app host, qui est un peu l'orchestrateur. Donc, dans le monde du Docker Container, c'est notre Docker Compose qui définit tous nos services avec les interconnexions, des choses comme ça. Mais au lieu d'être obligé de le faire en YAML, au lieu d'apprendre un autre langage, un autre format, on va utiliser du C Sharp. Donc, on reste comme je disais, c'est un outil qui est fait pour les développeurs. Donc, on reste dans le domaine du développeur, le langage qu'il connaît déjà, qui est le C Sharp, puis on va définir notre projet. On va dire, OK, bon, mais j'ai un site web, OK, je veux utiliser un API, donc rajoute ça dedans, puis tout va se faire. J'ai une démo plus tard où on pourra aller un peu plus en Mhm. détail. Il y a des choses comme ça. Il y a le fameux tableau de bord qui est honnêtement génial, qui vient juste d'être encore amélioré. Il y a eu le lancement là, officiel de .NET Aspire à .NET Conf. Maintenant, un très beau visuel qui va nous donner la liste de tous les services, de tous les projets qui sont démarrés, de leur statut, parce que peut-être qu'on démarre la base de données, puis finalement, il y a une erreur quelconque, je ne sais pas pourquoi, pas d'espace, trouve pas le fichier de données, des choses comme ça. Donc, avec le statut, est-ce que la base de données est healthy, est en santé, est-ce qu'elle roule, est-ce que tout va bien? Le Mhm. tableau de bord va nous aider, va nous permettre de voir les données, donc les traces de bout en bout. Ça, c'est génial aussi parce que normalement, quand on est en microservices, ben, on a plusieurs API, plusieurs projets qui roulent un peu partout. Là, ben, si on fait une trace, hein, on est en mode debug, on a tous fait ça. Hein, je suis ici, Ouais. juste après la sauvegarde. Puis là, on a essayé de suivre ça, mais là, c'était dans 4-5 terminals où on essaie de suivre, mais là, ça va tout être à la même place. On va pouvoir, il y a même des graphiques où on va vraiment voir le temps que ça a pris à chaque étape, des choses comme ça. Donc, Ouais, c'est très intéressant. l'enchaînement des différentes opérations, quoi. Exactement. Donc, un peu là, comme un burn down chart où on voit ça comme étape par étape en escalier. On a aussi toute la télémétrie. Donc, nativement, déjà, dans .NET, on avait de l'open télémétrie qui est utilisée. Mhm. Et là, dans le fond, on va avoir d'autres visuels encore plus pour nous montrer le temps de réponse, l'état de santé de chaque application, des choses comme ça. Donc, on a accès à toute la télémétrie déjà. Donc, déjà, quand on est au développement sur votre machine en local, vous avez accès à tout ça sans avoir à installer rien du tout, rien d'extra. C'est déjà inclus. C'est sûr que quand après on va en production, ben oui, oui, on peut déployer ce fameux dashboard dans un container puis l'avoir. Mais bon, il y a des outils qui sont mieux, comme Application Insight, où il y a même des outils là, de d'autres compagnies qui existent. Là, j'avais fait à Mhm. .NET Conf, on a parlé avec Datadog. Il y en a d'autres qui existent pour avoir un visuel qui va être mieux fait pour la production. Là. .NET Aspire, le dashboard est excellent, mais c'est fait Pour le en debug. mode développement. Ouais, Et pour le D'accord. local. à noter aussi que le tableau de bord d'Aspire, il va pas réaliser les données sur un disque ou sur file system, c'est en mémoire, donc c'est de la donnée sur un laps de temps quoi, qu'on Oui, va oui, oui, réussir à oui, c'est avoir. ça. C'est ça. Oui, oui, c'est pour le développeur. Là. Le développeur, il, Mm. il- il exécute son application, le temps de faire ses tests, de faire ses choses. Puis après, bon, ben, Exactement. on arrête, on fait stop, puis on passe Ouais. à autre chose. Et puis, il n'y a plus rien, ouais. D'accord. Ouais, donc, à Et ce une, moment-là, tout est perdu en termes de données. Oui, effectivement. ouais, il y a une autre chose sur laquelle je voulais rebondir, ce que tu disais, c'est on va écrire l'orchestration en C Sharp. Pour moi, ça c'est une des plus belles features, enfin c'est une des belles features d'Aspire.
quand je vois, par exemple, moi j'utilise Nuke Build, c'est pareil, c'est pas du YAML ou du XML pour décrire un build pipeline, c'est du C Sharp. Là, c'est pareil pour l'orchestration de nos services et de notre applicatif. Ah, Et donc, c'est du C Sharp de bout en bout qu'on arrive à faire. C'est assez bluffant, quoi, et vraiment intéressant comme façon de faire parce qu'on a accès à tous nos outils, renommage, navigation dans le code, etc. Pas obligé d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc, c'est vraiment une des belles features, je trouve, de .NET Aspire, ça aussi. non, vraiment, ça aide. Puis, quand on va compiler, s'il y avait un problème, des choses comme ça, on va le savoir immédiatement. Donc, puis, ce qui m'amène aussi à la découverte des services, qui est un autre feature d'Aspire, c'est que ben, on n'a plus besoin de spécifier lorsque on fait normalement du simple front-end, back-end ou un front-end avec un API quelconque. Ben, dans le front-end, il faut dire, ah, OK, l'adresse, l'URL de mon API, c'est localhost, puis le port 8181, ou peu importe. Puis là, ben, si peut-être que moi, justement, là, je passe à Laurent mon application, puis ce port-là est déjà utilisé sur sa machine. Mais là, il faut qu'il change, sinon, ben, il n'y a rien qui fonctionne. Mais avec .NET Aspire, on n'a pas besoin de spécifier. .NET Aspire va aller lui-même regarder les ports disponibles et à faire l'assignation et il va faire toute la connexion, là, le mapping pour nous, là. Donc, on n'a pas besoin de faire ça. Donc, c'est déjà un grand outil. On peut même utiliser ça pour avoir toutes les connection strings à des bases de données, des choses comme ça. Ça va tout être. Ils sont là encore, mais ils sont tous générés et assignés par Aspire. Donc, ça, c'est très, très bien aussi. Mhm. Au niveau des composantes, euh, avant, dans le fond, il y a tout qui existe, on peut facilement intégrer d'autres choses. Il y a plusieurs, maintenant, on parle aussi il ne faut pas que je dise, des intégrations. Donc, avant, c'était des plugins, on l'a changé pour intégration. Donc, il faut que je me force. J'ai le mauvais réflexe. Mais avec les intégrations, puis les intégrations de cette façon-là, si on dit, ah, j'ai besoin d'une base de données, on fait juste dire, bon, ben, add database, on donne un nom qui est friendly pour nous, puis ben, Aspire, au moment d'exécuter le projet, dire, OK, ben, je vais rajouter une base de données. La base de données n'existe pas, donc je vais la créer dans un container, puis je vais créer la connection string, puis je vais faire l'assignation et tout va fonctionner. Oh, on veut du cache, mais peut-être un Redis cache ou des choses comme ça, il va l'ajouter. Puis ça, il y a même un projet de la communauté, dans le Community Framework, qui existe où on peut créer d'autres extensions, intégrations pour tous les services possibles et imaginables. Donc, Mhm. c'est très intéressant de pouvoir vraiment tout faire ça. Puis le déploiement, mais c'est ça. Le déploiement Aspire n'est pas un outil de déploiement, mais parce qu'il génère un manifeste, va grandement simplifier indirectement le déploiement. Mais ce n'est pas lui qui s'occupe du déploiement. C'est vraiment juste, il va gérer un manifeste, il décrit toutes les applications, les connexions, les IP, toutes qui sont demandées, requises pour cette solution. Donc, d'autres outils, on pense, ouais, ça, on veut déployer avec, par exemple, dans Azure, bon, on peut utiliser le Azure Developer CLI avec un petit AZD-Up. Donc, AZD-Up va aller justement demander à Aspire, donne-moi ton manifeste, va le regarder, va créer les fichiers bicep et tout, puis on va pouvoir créer nos ressources déployées dans Azure. Mais comme tel, Aspire n'est pas impliqué. C'est le manifeste qui a été généré qui va aider d'autres outils. Puis il existe d'autres Mhm. outils, si on veut déployer dans AWS, par exemple, il y a d'autres outils qui existent. Aspire est un projet open source, à code ouvert. Donc, toute la communauté collabore, puis ce n'est pas juste du Microsoft. Même si .NET est dans le nom, Aspire peut aussi avoir un front-end fait en JavaScript. Et elle va avoir toutes les mêmes bonnies, si on veut, de découverte de services, puis d'utiliser le dashboard, et tout va être là encore. Ouais. Moi, c'est vrai que j'ai souvent des applications où j'ai une application .NET de Web API, une application Angular qui la consomme, et puis après une base de données. Bah, juste pour ça, je rajoute juste les trois composants correspondants et ça roule, quoi. Oui, Même pour d'autres types d'applications, hein, je sais que Richard, toi, tu fais aussi du WPF comme moi.
Nous, quand on a dû intégrer, par exemple, un système d'authentification comme Keycloak, par exemple, eh ben, le définir dans le app host et pouvoir démarrer ça en même temps que son applicatif WPF qui va aller se connecter à ce Keycloak pour permettre l'authentification, c'est bien sympa comme outil. Hein. Hmm. Facilite la vie. Hein. Ok, donc concrètement, comment ça se passe? Donc j'ai mon application où j'allais dire, j'ai mon web API et puis j'ai une application Blazor par exemple qui consomme ces web API. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, il y a plus, dépendamment si vous êtes, si vous utilisez le Visual Studio, donc le Visual Studio ID, là, le gros Visual Studio complet et tout, à ce moment-là, il y a l'option très, très facile. On clique droit sur le projet. On dit, bon, ben, ajoute Aspire ou Enable Aspire. Je ne me rappelle pas exactement du phrasage. Mais, et là, ce que ça va faire, c'est que ça va ajouter nos deux projets. Ça va ajouter le app host, puis ça va ajouter le default service. Mhm. Et ça va aller faire déjà les configurations de tout ça. Si on est sur Mac ou sur Linux, ou si on préfère utiliser VS Code, là, à ce moment-là, on peut faire de rajouter les deux projets séparément, parce que D'accord. c'est un type de projet. Alors, on pourrait le faire à la limite à la console, dire .NET New App Host, c'est un type de projet, le projet va être ajouté. Puis après ça, ben, il va falloir aller dans les programmes.cs et Mhm. puis rajouter comme ça les choses comme ça. devdevdev.net. Richard Clark. Donc, j'ai un petit projet. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner, on a fait une formation, un workshop, Mhm. et, où on décrit, qui est tout disponible avec les instructions en français ou en anglais, si vous voulez pratiquer votre anglais. L'anglais est disponible aussi. En fait, il est traduit en 5 ou 6 langues différentes, mais le français est là. Euh, étape par étape, on prend une solution existante qui est une petite application avec un front-end et un API, puis on affiche des conditions météo. Bon, c'est D'accord. toutes des villes américaines. Ça va. Donc, ici, dans le fond, là, présentement, moi, j'ai décidé d'y aller pour le plus simple. Donc, je suis dans le Visual Studio. Dans le Visual Studio, ben, on a beaucoup d'outils qui nous aident à aller plus vite. Donc, je trouvais que ça allait être plus simple peut-être à décrire, étant donné qu'il va y avoir moins d'étapes. Mais dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer droit et on va aller, on va dans Add et on veut rajouter le .NET Aspire Orchestrator Support. Donc là, étant donné que c'est la première fois que je fais cette opération, là, il me dit OK, on va l'ajouter à ce projet-là. Il me demande où je veux le mettre dans quel répertoire. Je vous dirais que par défaut, les valeurs par défaut sont excellentes. Donc, on va juste continuer en disant OK. Là, il fait son petit travail. Donc c'est là où il te rajoute le app host et puis le service default. Exactement. Les deux nouveaux projets, quoi. Ouais, donc là, il m'a rajouté. Là, il a gardé là, c'est là que Visual Studio, l'expérience de Visual Studio et l'expérience, par exemple, si vous êtes en VS Code ou en mode console, terminal, va être un peu différente, où il y a eu moins de questions parce que Visual Studio ouais, voit déjà les autres projets, puis il fait OK, décide de prendre la main et puis donc de faire déjà les changements. Donc, on voit, il a gardé le nom de domaine et il a rajouté vraiment le app host, le service default. Mhm. Puis si on regarde le Après, service default, oui, allez-y. non, après, c'est vrai que quand on le fait dans la command line ou même depuis d'autres outils, c'est pas énorme le travail qu'il y a Oh à non, non, faire. Hein. non, non. C'est vraiment ajouter un projet avec un type de projet, enfin deux projets, avec deux types de projets et faire des références. Et voilà. Ouais. Oui, oui. Mon portable perso est en Linux parce que pour m'amuser, je fais ça et je code. Souvent, je fais du live streaming, puis c'est en Linux. Puis ben, c'est très, très simple. Là. On rajoute les deux projets séparément, puis c'est très simple. C'est vraiment pas compliqué. Là. Surtout si on utilise là, dans Visual Studio Code le C# DevKit qui nous Ouais. propose d'avoir la solution. Donc, encore là, on a un visuel qui nous aide, mais tout est possible, là, même à partir du prompt. Donc, si on regarde le service default, comme j'ai dit,
qu'un fichier qui est extension.cs. Et il va y avoir déjà du code qui est défini là pour rajouter des services, rajouter un support pour l'OpenTelemetry. OpenTelemetry qui est un standard pour la télémétrie qui est utilisé partout. Donc, on peut très facilement avoir la télémétrie qui est visible dans le dashboard, l'avoir dans App Insight, l'avoir dans une tierce partie, un projet. C'est un standard, donc ça permet d'exporter vraiment facilement. On voit ici, c'est prêt, c'est tout commenté pour le changer. C'est là qu'on va avoir les standards pour combien de fois le Reconnect Policy. Puis si on veut en rajouter, mais on fait juste rajouter du code ici si on veut rajouter, je ne sais pas moi, un mapping ou des choses comme ça. Une chose qui est intéressante, c'est que mais quand on fait une application, tantôt je le décrivais, peut-être que la base de données, oui, le container, parce qu'il nous a créé notre base de données dans un container, étant donné qu'on dit donne-moi une base de données, il ne va pas aller l'installer, il va juste la créer dans un container. Donc, peut-être que le container a démarré, mais que ma base de données ne fonctionne pas. Donc, il y a un endpoint qui est rajouté pour le Alive or Health. Puis on peut vérifier le statut à ce moment-là. Donc, on va pouvoir maintenant, quand on crée nos dépendances, attendre que notre ressource soit prête avant de commencer. Si je rajoute un API qui a besoin de lire la base de données, par exemple, il faut que j'attende que la base de données soit prête avant de pouvoir partir mon API. Des choses comme ça. Donc, on va rajouter ça. Donc, par défaut, c'est là. Puis, si on regarde le AppHost, le projet AppHost, il y a un programme.cs et présentement, il n'y a pas grand-chose excepté qu'on voit qu'il y a le fameux builder. Donc, pareil comme quand on crée nos fichiers dans Blazor, par exemple, on va avoir builder. Puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir un add project, puis on a un type projet au pluriel avec .api. Parce que ce qui s'est fait, c'est que dans le fond, AppHost va aller regarder notre solution, puis il va nous générer de la classe. Donc, on va être on va avoir vraiment déjà prédéfini les noms de nos projets et ce qui est disponible. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a une représentation sous forme d'objet de notre solution, quoi. Exactement. Donc, c'est généré par un source generator. Ce qui est intéressant aussi, c'est le distributed application. Le type du builder est spécial pour Aspire par rapport aux autres types de projets qu'on a. Oui, parce que dans le fond, la force de Aspire, c'est vraiment dans le microservices. Donc, c'est quand il y a plusieurs composantes. C'est vraiment là que ça prend tout sa présence. C'est sûr que si vous avez qu'un site web, peut-être c'est un monolithe, c'est quand même intéressant d'utiliser. Non, c'est pas vrai parce que vous allez avoir le dashboard qui est quand même plus visuel que juste une trace quelconque. Puis vous allez avoir le manifeste qui va vous aider à déployer par la suite. Mais c'est sûr que l'impact d'utiliser Aspire est moindre, effectivement. Mais c'est pas, je ne vous dirais pas que ça ne vaut pas la peine parce que quand même, le dashboard est vraiment intéressant. Moi, j'ai même un autre cas d'utilisation où même si on n'a qu'un site web et que, par exemple, on utilise Dapper, pas le mapping de données, le framework de mapping de données, mais le Distributed Application Runtime, exactement. Eh ben, en fait, Aspire amène l'utilisation de Dapper à un niveau vraiment super facile. Avant, c'était une galère de pouvoir attacher un debugger, de lancer les sidecars Dapper et ce genre de choses. Avec Aspire, c'est super simple. Donc, on peut imaginer avoir juste un applicatif web, mais qui va se connecter à une base de données à travers un sidecar Dapper. Et ben ça, avec l'AppHost, c'est super facile à faire. Et on n'a qu'un monolithe de notre application web. Là, on parle de Dapper, D-A-P-P-E-R? D-A-P-P-R. PR, oui. Distributed Application Runtime. Non, c'est quand même, c'est vraiment un pas en avant, c'est beaucoup plus simple. Et puis là, du coup, normalement, dans Visual Studio, quand on veut partir une solution qui est multiprojet, il faut aller configurer, faire un profil pour dire de partir plusieurs applications. Puis là, c'est bon. Puis dans Visual Studio Code, là, il faut se taper là, une configuration qui est honnêtement qui n'est pas très friendly user quand on ne l'a jamais fait la première fois. Un coup qu'on sait quoi faire, ça va mieux, mais c'est quand même pas très agréable. Tandis que là, avec Aspire va s'occuper de tout
à cause de ce fameux projet orchestrateur qui est le app host. Fait que là, présentement, il y a juste mon API. Ce qu'on peut faire, dans le fond, c'est qu'on va créer une variable qu'on va appeler API. Puis dans le fond, quand on fait Builder Add Project, mais ça nous fait un projet ressource. Fait que je peux sauvegarder ça dans une variable, supposons API. C'est un nom que moi, je décide de donner, qui veut dire quelque chose pour moi. Puis après ça, moi, je suis le king des typos, comme on dit en anglais. Faire un add project. Add. Voilà. Là, voilà, il me dit, OK, il y a déjà ça. Puis là, je peux rajouter. Non, c'est le hub que je veux. Ah oui, OK. Ah non, Et je ne l'ai pas rajouté. Normalement, il je faut parle rajouter moins en quand je référence, code. Donc, tantôt, on a rajouté l'API. C'est pour ça que l'API fait partie des solutions proposées, mais je n'ai pas rajouté le support euh, de, Aspire à mon hub, à mon front-end. Donc, ce que je peux faire encore, c'est la même chose. Donc, je clique droit et je vais rajouter le support. Donc, je m'en vais dans Add, puis je dis, bon, on me rajoute le support pour .NET Aspire. Puis là, il me dit, ah, parce que je suis dans Visual Studio, il me dit, hey, tu l'as déjà fait, tu veux-tu utiliser la même chose? Ben, bien sûr. Oui, donc là, tu ajoutes la référence dans un poste, tu ajoutes la référence de ton projet, et donc automatiquement, il te le retrouve dans justement ce fameux objet project, et qui a l'ensemble des références de projet qui sont dans ta solution, quoi. Exactement. Et là, à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est dire with reference. Est-ce que j'ai pas fait de correct là? Ah, il manque mon petit bracket fermé ici. Mm. Donc là, c'est avec ça que tu vas pouvoir lier le projet web. Tu vas dire, ben, mon projet web, il a une dépendance avec l'API qu'on vient de déclarer, quoi. C'est ça. Donc, si on récapitule dans mon app host, mon orchestrateur, c'est celui qui va faire la gestion de tous les composantes de ma solution. Bien, la première ligne, c'est toujours, il y a l'instanciation du builder qui est faite, qui est distribute application, comme on a dit. Puis après ça, bien, je rajoute mon API. Fait que je fais hey, builder add project. Puis là, je rajoute mon API. C'est le fun parce que c'est strongly typed. C'est déjà tout prédéfini par Appose, donc c'est pas moi qui l'écris. C'est pas une magic string, une chaîne magique. On peut utiliser ça comme ça. Puis au lieu de juste c'est ça comme ça, mais moi, là, je la sauvegarde dans une variable que j'appelle API parce que dans le fond, ça, c'est un type projet ressource. Donc, je peux l'utiliser par après. Exactement. Après, dans le fond, ce que je fais, c'est que je dis, bon, ben, builder, add project, puis là, je rajoute mon front-end, qui ici, c'est le Weather Hub, et je lui donne un petit nom gentil, web. Puis je dis, bon, ben, with reference avec l'API. Puis là, ce que ça fait, c'est que maintenant, mon projet a une référence à l'API. Je n'ai pas besoin de spécifier rien d'autre. Ça, c'est la beauté de la chose pour ceux qui ne vous voient pas ton Visual Studio. On définit aucune adresse, aucun port. C'est Aspire qui va s'occuper de tout ça et qui va permettre de connecter le front-end avec l'API et avec rien d'autre. Ouais. Sans définir de port, on irait. C'est ça. Là, dans le fond, si on ouvre le projet My Weather Hub sur le front-end, puis qu'on s'en va dans le programme.cs, parce que le projet, dans le fond, je suis en train de le modifier pour utiliser Aspire. Si je partais de rien et que je construisais, bon, j'aurais moins d'étapes. Mais là, ici, on est en train de changer un projet qui n'utilisait pas Aspire à utiliser Aspire. Donc, c'est pour ça que je dois retourner dans le code puis faire des modifications pour, dans le fond, entre guillemets, l'améliorer. Donc, on regarde ici, puis là où normalement on rajoute notre HTTP client, parce qu'on est dans une application web, donc on veut parler en API, la façon de le faire, c'est normalement de dire, bon, Builder, on va dans les services, on rajoute un HTTP client, puis là, on rajoute un URL. Bon, ici, on voit que dans le code que je suis en train de regarder, ben, il s'en va dans la configuration.
ce qui est une bonne pratique, comme ça on n'est pas obligé de recompiler si l'URL change. Si on va dans la configuration, donc c'était dans le App Settings, on voit que il avait été hardcodé à localhost avec un port 5271. Mais ça veut dire que c'est toujours ce port-là, puis là, il va falloir que je change la configuration lorsque je déploie, ou peut-être que le port est déjà utilisé, ou si je rajoute si ma solution a plusieurs services, il faut que je garde en mémoire tous les ports et que je m'assure que rien n'est utilisé. Donc, la façon de faire avec Aspire, c'est d'utiliser, de profiter de la découverte des services. Puis là, je vais juste aller dans mes notes parce que ça va me sauver des petites fautes de frappe. Oui. Voilà, fait qu'on peut faire ça comme ça ici. Et dans le fond, ce que je fais, c'est que j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Je peux décider d'utiliser le app setting. Ouais. Puis là, ici, dans le fond, je viens de remplacer la chaîne de caractères par HTTPS plus HTTP, // et API. Ça, ce que ça veut dire, c'est Aspire ou à l'orchestrateur, à la prose, si tu es capable, utilise HTTPS. Si tu n'es pas capable, utilise HTTP. Puis là, après ça, c'est connecte-toi à API. Et API, c'est le nom que j'avais donné quand j'ai ajouté mon projet dans l'orchestrateur. À ta ressource API, quoi. Ça, c'est Ouais, les seuls Magic String qu'on va retrouver un peu dans Aspire. Ouais, c'est les seuls Magic String, mais il n'y a rien qui vous empêche de créer un projet bidon avec juste des constantes puis d'utiliser ces constantes-là. C'est quelque chose que Jeff Fritz fait beaucoup. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas trop pour le moment, mais j'avoue que peut-être si j'étais en production pour éviter des erreurs, peut-être que je ferais ça. Là. Mais comme mes projets, souvent, je suis seul à travailler dessus. Ça ne me dérange pas trop, mais j'avoue que ayant une équipe, on pourrait faire un projet qui est juste des constantes. Puis donc, là, même ça, Je pense aussi, si tu as plein de services, ça commence à être compliqué. Oui, c'est ça. Donc, effectivement. Ouais. Donc, je disais qu'on avait deux choix. Donc, ici, on conserve App Settings, qui est une solution tout à fait correcte, mais on aurait pu décider dans... Excusez-moi, là, je clique tout partout. Vous êtes chanceux, ceux qui entendent seulement. Vous ne voyez pas cliquer partout. Ou j'aurais pu aussi dire, bon, ben ici, quand je décrivais mon client, j'aurais pu dire, bon, ben, le nouveau URL, c'est HTTPS plus HTTP, // API. J'aurais pu faire ça, puis ça aurait été très bien. Si on regarde, une chose que Visual Studio a fait pour nous tantôt, c'est que là, je suis dans le projet, donc dans mon projet web, le front-end. Ben, on voit que dans le builder, le fameux builder, là où on rajoute toutes nos composantes, il nous a rajouté Add Service Default. C'est de cette façon-là qu'on peut retrouver ensuite toutes les choses. C'est de cette façon-là que est intégré et poussé à l'intérieur de mon projet les connection strings, le fait d'être capable de récupérer la télémétrie et tout ça. C'est par cette commande-là, on dit, hey, dans mon projet web, ajoute les services default, toutes les meilleures pratiques que Microsoft a déjà pensées pour moi. Ajoute-les. Puis à une autre chose, oui. Qui est la méthode d'extension, en fait, qui est définie dans le service default, le projet qu'on vient de rajouter. Exactement. Donc, c'est avec toutes les extensions. Aspire vraiment utilise au maximum les extensions. Puis c'est ce qui fait qu'il est si utile, parce qu'on peut en rajouter, on peut créer nos propres extensions, puis rajouter d'autres choses. Puis, ben, il va nous rajouter aussi à l'application. Donc, règle générale, dans notre fichier programme, on a le builder, on build, on rajoute toutes les composantes, nos HTTP clients, les choses comme ça. Puis après ça, on dit, bon, ben, build le app. Puis là, ça va nous donner une variable app. Puis là, c'est là qu'on peut définir, bon, si je suis en mode développement, bon, ben, montre-moi l'erreur, puis sinon, ben, fais autre chose avec. Mais on peut dire aussi, là, ça a été fait par Visual Studio. Donc, si on utilise VS Code ou si on est en mode prompt, quand on rajoute les projets Aspire, il faut le faire après nous-mêmes. À la main, oui. À la main, manuellement, voilà. À bras en québécois et à la main quand on est en France. App Default, Endpoints. Puis ça va nous rajouter entre autres les fameux là, Healthy ou Alive, qui sont des endpoints qui ont été rajoutés par Aspire pour vérifier l'état des services qu'on est en train d'ajouter.
Ils sont Ça, super importants dans la dernière version pour pouvoir faire des wait for. Oui, effectivement. Oui, ça, c'est vraiment génial. C'était un feature qui était très, très, très attendu là, de pouvoir faire un waiting for, justement. Dans une extension que j'ai fait, euh, j'en avais absolument besoin. J'ai fait une extension avec le Data API Builder. Donc, c'est une base de données et un API qui est automatiquement généré. Puis, ben, pour être capable de générer l'API, je devais attendre que la base de données soit prête. ouais. Sinon, ben, ça plante. Il n'y a rien qui fonctionne et tout s'écroule. Fait que, voilà. Fait que, une autre chose, c'est que maintenant, dans Visual Studio, ouais, j'avais commencé à dire que dans Visual Studio, dans le fond, il faut spécifier, on right-click dans la solution, on spécifie comment on veut partir nos projets normalement. Dans Visual Studio Code, il faut créer ce profil-là où on part les services dans d'autres terminals, des choses comme ça, pour être capable d'avoir l'API qui roule et le front-end. Mais là, vu qu'on a notre orchestrateur, ben, on fait juste faire démarrer F5. Et là, si j'ai rien oublié, tout devrait fonctionner comme par magie. Alors, Le F5, c'est sur le app host. Hein. oui. Par défaut, il va être redirigé à Hapo. J'ai oublié de le montrer. Avant d'ajouter Aspire, on voyait que c'était MyWeatherHub qui était le service. Dans le fond, c'est règle générale, c'est le projet que notre curseur est dessus, qui va être démarré. Mais là, maintenant, par défaut, ça devient HapHost. Puis HapHost, qui est notre orchestrateur, lui va démarrer le tout. Oui, comme on En a, fait, comme on a mis, dans le app host, on a défini l'API, donc ça va nous démarrer l'API. Et puis comme on a dit que l'API, enfin le site web avait besoin de l'API, enfin, il voit qu'il a besoin de générer également le site web, quoi. C'est ça. Donc là, après quelques secondes justement de compilation et de tout, les services sont démarrés. Et ce qui est ouvert par défaut, c'est le fameux portail. Donc, ça ressemble à une grille où on voit tous les services disponibles. Bon, présentement, j'en ai que 2, mais c'est parfait pour débuter, comment comprendre un peu où ce qu'on s'en va. S'il y avait plein de services, des fois, c'est plus mélangeant qu'autre chose. Donc, on voit ici mes 2 types de ressources et des projets. C'est vrai, je n'avais pas de container dans ma solution, j'avais que des projets, mais si j'avais utilisé des containers ou autre chose, le type ici serait différent. Après ça, on voit les noms des services. Bon, on a API et Web, qui étaient les noms que j'ai moi-même définis. Si j'avais appelé ça Frank Web, ben, on aurait vu ici Frank Web. Donc, c'est pas parce que c'est un API que c'est écrit API, c'est le nom que moi j'ai choisi. Après, on voit leur statut. Donc, présentement, mes 2 services sont très en santé, ils sont running. On voit quand ils ont été démarrés. On voit la source. Donc, des fois, on peut avoir des noms qui sont semblables ou des choses comme ça. Donc, on voit vraiment la source, donc le projet API.csproj, des choses comme ça. On voit tous les endpoints disponibles parce que, ben, on le sait que le site web peut être démarré avec un HTTP et un HTTPS. Donc, on va voir les 2 projets disponibles. Après ça, on va pouvoir arrêter. Ça, c'est nouveau depuis .NET Conf dernièrement, donc depuis la dernière version, où on peut arrêter un simple service. Donc, si je veux faire une petite modification rapide, parce que je ne sais pas, j'ai fait une faute de frappe, ça m'arrive jamais à moi. Mais moi, je vais faire une petite mise à jour. Je n'ai pas besoin de tout redémarrer. Je peux arrêter un simple projet, faire ma correction et le redémarrer. Quand on a beaucoup de services dans notre Ah oui. solution, c'est majeur comme différence. C'est super pratique, ouais. Ah et oui, on peut puis les ça a désétendre. l'air simple, mais c'est très compliqué de faire ça. L'équipe a travaillé très, très fort afin de pouvoir faire ça. Ouais, puis ça permet aussi de voir, tiens, si j'arrête ce microservice, qu'est-ce qui se passe dans le reste de l'application? Alors, qu'est-ce qui plante? Oui. Ouais, qu'est-ce qui se plante, ouais. Ouais. Et Puis on peut avant d'aller rajouter dans ses les autres. propres commandes. Hein. Pardon? Depuis .NET 9 à Aspire, on peut aussi rajouter ses propres commandes. Il n'y a pas que cette commande stop, Ouais. etc. On peut les étendre avec notre propre commande. Par Ouais. exemple, j'ai une base de données, on a rajouté de la donnée, on veut par exemple la vider, eh ben, on va pouvoir créer sa commande pour faire ça. La réinitialiser. On peut faire ça donc dans le fameux le projet là, de. Voyons.
Service default, on peut rajouter justement, faire une extension pour dire, bon, mais moi, je veux une fonction, une méthode qui s'appelle réinitialiser la base de données. Fait que là, ici, quand je vais faire le petit bouton avec les actions, l'ellipse, à la fin de chaque ligne, dans le fond, j'ai plus d'options. Et puis là, ben, je vais avoir réinitialisé la base de données. Là, présentement, là, j'ai bon, le view detail, console log, le structure log, les traces, les métriques. Tu sais, j'ai comme un peu les options standards, si on veut, et je peux rajouter des options. Donc, je pourrais avoir réinitialisé la base de données. Ou, je ne sais pas, moi, peut-être qu'à froid, quand je démarre le projet, il manque certaines choses. Il faudrait que je crée, tu sais, je clique à gauche, à droite, ou peu importe. Donc, je peux faire, peu importe ce qu'on veut faire, on l'écrit, on fait l'extension pour, il va apparaître ici, puis on peut l'utiliser. D'accord. Juste pour revenir sur la colonne source, parce que dans ton exemple, tu disais effectivement, on voit le API CS-Proj et MyWeatherHub CS-Proj. Mais si on avait dans le APOS, si on avait décrit qu'on voulait par exemple un cache Redis, eh ben on l'aurait sans doute rajouté avec un container. Et là, on verrait Ouais. que ça c'était un container. Le Il y container serait a- dans le type, mais on verrait ici que c'est cache Redis. Ouais. Exactement. Si on utilise Dapper et le sidecar, on verrait que c'est un Dapper sidecar, et ce genre de détails. Exactement. Puis après ça, bon, ben, évidemment, là, on ne veut pas juste déployer pour voir un dashboard. On veut voir notre application puis pouvoir cliquer. Donc, je peux aller sur le lien de mon site web. Je clique, ça va ouvrir un nouvel onglet. Puis là, ben, j'ai l'application qui est, bon, qui est pas très jolie, mais qui fait le travail, hein. On veut Tout à fait. voir. Fait que, là, je clique à gauche, à droite, on voit, ça me donne la météo en bas. Et je sais qu'après un certain temps, il va y avoir une erreur parce qu'on l'a programmé Pour qu'il y ait des erreurs. pour qu'il y ait des erreurs. Voilà, donc là, ça plante. Il y a random exception. C'est totalement à tous les 5 ou quelque chose comme à tous les 5 clics, ça génère une exception. Là, on continue. Voilà. Fait que là, l'application, à cause du retry policy, des services default qui étaient rajoutés, ben, Mhm. tout récupère quand même. Donc, si ça avait été déployé en production, on a vu qu'il restait, il me génère une erreur. Il restait encore à cause des retry policy, puis bon, finalement, ça fonctionne. Si on retourne au dashboard, là maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller voir la trace. Là, c'est ceux qui sont seulement en mon audio. Juste pour ça, vous devriez regarder la vidéo. C'est incroyable. Donc là, on a Absolument. vraiment quelque chose de visuel où on voit chaque appel, chaque clic que j'ai fait. On voit donc, j'ai fait un web.get. Si je clique justement sur une ligne, là, à ce moment-là, je vois les appels qui ont été faits. Donc, je vois qu'OK, on a fait le web. Puis là, après ça, ça a été appelé dans l'API, le zone en passant un paramètre. Je peux voir les informations. Et si je vois, il y a des lignes qui ont des erreurs, mais quand je clique, je vais voir les erreurs. Je peux cliquer dessus, avoir plus de détails. Et j'ai vraiment tout à un endroit. Et que j'ai toutes les données, j'ai toutes les choses qui sont là. Je peux aller voir le log plus détaillé si je veux aussi, avec toutes les exceptions, les erreurs. Donc, j'ai tout ça d'un coup. Ouais, c'est vraiment super, super pratique, quoi. Donc, on Et voit que dans le site web, dans le front, on a cliqué, et puis ensuite, on voit que l'API a fait l'appel, que l'API s'est plantée, et on voit du coup l'erreur et le détail de l'erreur, quoi. C'est vrai que Ouais, pour le développement, c'est super pratique, quoi. c'est ça. Et Puis là, depuis la après, dernière version, on peut aussi rajouter l'OpenTelemetry dans le browser. Donc là, on a l'OpenTelemetry qui va nous montrer, j'ai appelé mon site web, qui a appelé mon API, qui a appelé ma base de données. Depuis la dernière version, pour ajouter l'OpenTelemetry au client JavaScript, par exemple, ou au oui, Blazor, j'imagine, oui, qui est dans le browser, et on va avoir la télémétrie aussi dans le dashboard pour cette partie-là, ce qui est Mhm. oui, magnifique. oui. Dans le fond, Asper est tout nouveau, là. Ça a été lancé en pré-version au printemps. Là, officiellement, dernièrement, à l'automne. Donc, c'est vraiment tout récent. Il y a encore plein de choses à rajouter, mais c'est un outil qui est déjà très stable. L'équipe de développement, ben, c'est un outil qui est open source, là, donc tout le monde peut contribuer, mais l'équipe qui focus dessus
écoute énormément la communauté pour travailler, Mhm. prioriser les composantes, puis les prochains features et tout. C'est vraiment intéressant. Puis là, en plus, avoir le Community Framework où les gens peuvent rajouter leurs propres extensions, leur propre intégration, je veux dire, c'est vraiment merveilleux. Puis là, vite, Et, vite, dans le fond, on voit aussi les métriques qui sont disponibles. Donc, si on va dans le portail, il y a un onglet qui est pour les métriques. Puis là, c'est vraiment toute la télémétrie. On va voir là, des graphiques. Ils vont nous Juste pour montrer revenir là, aussi sur les graphes. la Ouais. trace et la télémétrie, parce qu'on a parlé de sémantique kernel avec Richard il y a quelques temps, on en parle fréquemment. Ce qu'on peut faire aussi avec les dernières extensions de librairie, si on a un service, par exemple, qui utilise sémantique kernel, qui va appeler un LLM sur OpenAI ou même sur Ollama en local, eh ben, on peut lui rajouter les services de télémétrie. Et donc, on va pouvoir aller voir dans ce dialogue du dashboard la trace, on va pouvoir aller voir le nombre de tokens qui ont été utilisés, qui ont Envoyé. été retournés. Et donc, on a vraiment de la donnée pour voir un peu tout notre applicatif, inclus ce qui se passe sur le LLM. Ouais. Là, aviez-vous vu qu'avec le Community Framework, maintenant, si vous voulez rajouter, par exemple, le Olama, vous pouvez rajouter le package, NuGet package du framework. Puis maintenant, dans votre app host, vous allez pouvoir dire add Olama. Ah oui, d'accord. Puis là, du coup, il va aller vous créer un container, downloader le modèle sans que vous ayez rien du tout à faire. Olama va être disponible localement quand vous allez pouvoir coder. Oui, donc juste une petite remarque, l'utilisation de Docker en local, enfin, juste pour le développement, est quand même fortement conseillé, quoi. Ah oui. Oui, c'est là Ouais. que, oui, c'est comme j'avais dit au début, c'est si vous avez un monolithe, Ouais. Asper va aider parce que la trace, les visuels et tout va quand même ajouter quelque chose, mais c'est vraiment quand il y a plusieurs composantes que Asper prend de l'ampleur. Puis bien souvent en microservices, c'est puis dans le fond, là, quand on pense après à quand on va le déployer dans le cloud, ça va être avec des containers. Là, on veut l'expérience la plus proche possible. Donc, oui, l'utilisation de containers est fortement utilisée. Vous pouvez utiliser Docker ou vous pouvez utiliser, c'est quoi? C'est Pacman, je pense, l'autre qui est très populaire. Portman. Podman. Podman. Portman. J'ai dit Mm. Pacman. Portman. Ouais, mais Pac-Man, c'est bien aussi, mais bon. C'est un peu vieux, hein. Il y en a certains qui ont dû se dire de quoi qu'ils parlent. Mais ouais, donc les deux services sont compatibles, vous pouvez utiliser. Puis l'avantage, c'est justement de pouvoir rajouter une base de données sans avoir à installer le serveur. Moi, depuis que j'ai découvert les bases de données dans des containers, je n'utilise que ça. Je trouve ça merveilleux Ouais. en développement, là. Donc, parce qu'on libère les ressources. Un coup que je ferme mon projet, je passe à autre chose, je libère toutes mes ressources. J'adore Ouais. la base de données dans le container. Fait que oui, avec des containers pour Aspire, c'est fortement conseillé, effectivement. Puis depuis la nouvelle version, depuis .NET 9, dans le fond, pour utiliser Aspire, si on pense au prérequis, Mhm. je vais arrêter de partager mon écran, comme ça je vais pouvoir vous regarder un peu plus. Si on pense aux prérequis, pour utiliser .NET Aspire, ça nous prend au moins .NET 8. Mhm. Si on utilise .NET 8, à ce moment-là, il faut installer l'outil, le tool Aspire. Donc, normalement, ça se fait avec les workloads. On va faire .NET Workload Install Aspire. Là, ça va nous installer l'outil localement. Puis si on est en .NET 9, on n'a plus besoin de ça. Donc, vous devriez tous aller à .NET 9. Vous n'avez Je plus crois, besoin Franck, en d'installer le fait, tool. que depuis .NET, avec .NET Aspire 9, tu peux utiliser le framework 8, mais tu n'utilises plus le workload. Le workload, ça a été vraiment enlevé complètement. Même Il me si, parce semble. que Hein. moi, dans le fond, je ne l'ai pas réessayé. Depuis que .NET 9 a été officiellement lancé, Mm. tous mes Mm. projets la première chose que je fais, c'est démonter à 9. Mais je n'ai pas réessayé, donc tu me dis que c'est Non, merveilleux. C'est encore ouais, mieux. c'est Je super savais parce pas. que le workload, c'était pas terrible comme user experience. Hein. Ouais. Ouais, c'était un premier état. C'est tout nouveau, donc Ouais. c'est à vitesse grand V que ça évolue. Il y a beaucoup de choses. Quand le projet a été lancé, il n'y avait pas le waiting for, il n'y avait pas autant les health
qui existaient, les endpoints là, pour vérifier l'état des projets. Le Community Framework n'existait pas. Il y avait plusieurs choses là, qui n'existaient pas. Puis là encore, il reste encore des choses à travailler avec les virtual networks, des choses comme ça. Un peu plus en mode infra, si on veut, quand on travaille avec les containers, des choses comme ça. Il y a encore des choses qui sont pas supportées, mais l'équipe est au courant, ça fait partie du roadmap, ils travaillent là-dessus. Mais ouais, c'est génial. Tu vois, je pensais vraiment que ça prenait aussi .NET 9. Ouais, c'est génial, Laurent, merci. Ah, c'est génial. On est Moi, d'accord. j'ai plus de projet en .NET 8, mais c'est pas grave. C'est génial. Non. Non, je suis sûr que je Oh, vais en trouver un quelque part, là. J'essaierai avant de le migrer à .NET 9, de faire de l'Aspire. ok. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, parce que donc là, on a vu, on a fait un tour complet, je pense, de tout ce que peut faire Aspire. Euh, une question bête et méchante au niveau, puisque c'est un projet qui est tout nouveau, qui évolue à la vitesse grand V. Comment ça se passe au niveau je vais dire, des mises à jour, s'il y a des nouvelles versions qui sortent? Est-ce que il va falloir attendre .NET 10 ou Non, 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 le projet avance rapidement. Les mises à jour sont disponibles. C'est à code ouvert, donc open source. Donc, Mhm, les previews, on peut toujours les utiliser, les choses comme ça, les releases. Si on a besoin d'une version et qu'elle n'est pas encore, supposons qu'on travaille à la, à la dernière technologie, on a besoin vraiment, vraiment d'un feature qu'on veut valider pour notre mhm, projet si ça fonctionne, on peut toujours aller chercher la version disponible sur GitHub puis se faire notre version à nous pour l'essayer, l'expérimenter. C'est ce qui me permettait de travailler quand je travaillais sur mon projet pour le Community Framework, d'être capable mhm. d'avoir déjà le waiting for, même si le waiting for n'était pas disponible, c'était de rouler, pas de rouler, mais d'utiliser la version pré-release. D'accord. Donc, Donc, c'est pas- possible d'avancer. c'est aussi, par exemple, tu disais attendre .NET 10. Non, il y a .NET Aspire, par exemple 9.1 qui va sortir Oui, avec oui. des nouvelles fonctionnalités. C'est le support des dev containers. Et on Mhm. va pas devoir attendre .NET 10 en novembre de l'année prochaine pour avoir ces fonctionnalités. On y aura accès avant. D'accord. Ouais. Oh oui, .NET Asper, dans le fond, évolue à son propre rythme, là. On ne dépend pas de .NET. Sûrement que certaines fonctionnalités, on va devoir attendre une mise à jour de .NET, du framework .NET par lui-même, Mm. mais .NET Asper a son propre cycle de release, effectivement. D'accord. Donc si je résume, c'est super compliqué, quoi. Il y a deux projets avec chacun 3 lignes de code qui ont été rajoutées et puis ça roule, quoi. Et on a réussi à faire 1 heure sur 6 lignes de code, quoi. On est bien, hein? Mais c'est que l'abstraction est bien faite. Voilà. Exact. Oui, ça rajoute deux projets, si on y pense bien. On a le projet parce qu'on est dans une solution distribuée. Donc, on a un Mhm. projet qui nous ajoute les best practices, les meilleures Mhm. pratiques. Donc, tout le fait d'avoir le retry policy, des choses comme ça, d'avoir la découverte des services, des choses comme ça. Donc, on a un projet qui va nous rajouter certaines extensions. Et l'autre projet, c'est l'orchestrateur. Donc, c'est celui qui va vraiment diriger notre solution, à être capable de faire le pont entre les projets. C'est celui qui est au courant de tous les projets qui sont dans notre solution, puis il va les faire les appels, les interconnexions et tout ça. Donc, c'est Mhm. pour ça qu'on rajoute deux projets. Ok. Moi, je pourrais recommander, en fait, il y a un de nos amis français, guadeloupéen, d'origine de la Guadeloupe, qui vit à Montréal, qui s'appelle Anthony Simon, qui a un très bon blog qui traite de sujets sur .NET Aspire, qui a d'ailleurs été interviewé sur ce sujet-là par Scott Hanselman. Il y a un podcast avec Scott Hanselman et Anthony Simon que je recommande, et son blog aussi, il y a des bonnes choses à lire dessus après, à propos d'Aspire. Ouais. Et je vais être sûr de donner un lien, là, donc le workshop que je parlais, qui est disponible Ouais. en français, qui nous permet d'utiliser exactement dans le fond, là, on était un peu plus à haut niveau, mais qui va aller dans le détail où après on va rajouter le cache, donc on va rajouter un container, des choses comme ça. Donc je vais être sûr de rajouter ça, donc vous pouvez l'ajouter dans vos notes pour le podcast si vous voulez. Ouais. Puis c'est disponible sur GitHub. D'accord. Ok. Bon. Bah, écoute, merci. Je pense qu'on a fait le tour. Vous aviez
autre chose à rajouter sur cet outil fabuleux. Enfin, je vais m'empresser d'aller tester dans mon application. Je vous dirais que c'est très... un coup qu'on y a goûté, on ne veut plus arrêter. Ouais. Ok. Et sinon, il y a le podcast de début de l'année sur .NET Aspire que j'ai fait aussi. D'accord. Ok. Bon, merci à tous les deux. Merci Franck, tout bête régulièrement pour cette présentation. Et puis, écoutez, bonne fête de fin d'année, puisque là, je pense que je ne ferai pas d'autres épisodes d'ici la fin de l'année. Et puis, bonne fête de fin d'année, et puis à l'année prochaine. Ciao tout le monde. Ciao, Merci, au bonne revoir. fête de fin d'année à tout le monde.